je suis très heureux de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Un incendie s'est déclaré vendredi matin dans le manège Objectif Mars du parc d'attractions Futuroscope. 2 personnes sont blessées. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. Et la première ministre a reçu ce mercredi les syndicats à Matignon. Cet entretien s'est vu comme un échec. D'après eux, nous ferons le point sur cette rencontre, mais également sur la journée de mobilisation de ce jeudi. La fin des trottinettes électriques en libre-service en Ile-de-France après une élection dans la capitale qui a eu lieu dimanche dernier. 89% des Parisiens ont voté pour l'interdiction. Également, nous reviendrons sur la folle histoire des chocolats de Pâques. Chaque année à la même période, ce sont des milliers de tonnes qui sont vendues en France, soit la deuxième meilleure période de l'année après les fêtes de fin d'année. Il était 10h16 vendredi matin quand un incendie s'est déclaré dans l'attraction Objectif Mars du parc Futuroscope. Cet incendie qui a été immédiatement maîtrisé. 2 personnes sont également blessées. Reportage Mathis Armand. Alors que les visiteurs faisaient petit à petit leur arrivée au parc du Futuroscope, un incendie s'est déclaré ce vendredi dans l'attraction Objectif Mars, dans les alentours de 10h du matin. L'incendie a par la suite été immédiatement maîtrisé grâce à un extincteur. Des témoins ont raconté à nos confrères du Parisien une scène de peur avec des visiteurs qui criaient dans tous les sens. L'incendie s'est déclaré en raison d'une batterie de lithium qui a été située sous un des wagons. 2 femmes ont été blessées et transportées à l'hôpital de Poitiers. L'attraction a par la suite été immédiatement fermée jusqu'à nouvel ordre et la direction a tenu à le dire dans un communiqué. Dans l'actualité également, une bonne nouvelle, ce qui se fait très rare en ce moment, c'est l'annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur qui a annoncé la revalorisation du montant des bourses de 500 millions d'euros supplémentaires, ce qui permettra à 35 000 étudiants issus de classes moyennes de bénéficier d'une bourse d'études. Sylvie Rotaillot qui a également annoncé une augmentation de 37 euros de l'aide versée aux étudiants d'ici la rentrée prochaine. Mercredi, Elisabeth Borne a reçu les syndicats pour essayer de trouver des compromis sur la réforme des retraites, ce qui s'est avéré être un échec d'après eux. Ils parlent également d'une crise démocratique. L'entourage d'Emmanuel Macron qui répond que ce n'est pas le cas. Jeudi, un nouveau rassemblement a également eu lieu dans toute la France pour protester cette réforme. Je vous propose dans un premier temps de revenir sur la venue des syndicats Matignon, puis sur cette 11e journée de mobilisation grâce à ce reportage de Mathis Armand. Elle était attendue depuis très longtemps. C'est ce mercredi que Elisabeth Borne a reçu à Matignon les différents syndicats pour discuter et essayer de trouver des compromis. Ce qui s'est avéré un échec d'après les syndicats. Dès lors sortis de Matignon, ils ont dit qu'ils voyaient une crise diplomatique suite au refus de la première ministre de retirer cette réforme. Le président du CFTC, Cyril Chabagnier, regrette le fait qu'ils n'ont pas été pris au sérieux. La première ministre a réagi dans les alentours de midi en disant qu'elle a bien entendu le désaccord sur l'âge légal de départ à la retraite. Elisabeth Borne a aussi tenu à rappeler que cette réforme est une nécessité. Jeudi 6 avril, la 11e journée de mobilisation nationale a eu lieu partout en France. D'après le ministère de l'Intérieur, les Français ont été moins nombreux à se déplacer dans les rues, comparé au 28 mars, avec 570 000 manifestants. La CGT parle, elle, de 2 millions de manifestants. Plusieurs tensions ont également éclaté dans toute la France, notamment à Nantes, Paris ou encore Strasbourg. 111 personnes ont été interpellées, a annoncé Gérard Darmanin dans un tweet. Une nouvelle journée de mobilisation est d'ores et déjà prévue pour le 13 avril prochain. À l'étranger, à présent, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a été inculpé en début de semaine pour avoir versé les fonds de sa campagne de 2016 pour le silence d'une actrice de film pour adultes avec qui il aurait une probable aventure à l'époque. Il a par la suite été présenté à un juge, ce qui est une première pour un ancien président des États-Unis. Sachez également que cette semaine marque l'entrée en vigueur de la Finlande dans l'OTAN. Il est le 31e pays à faire son entrée. Le président de la Finlande qui a tenu à remercier dans un tweet le secrétaire général et les 30 autres pays membres. La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a dit que la France a 19% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Alors ce chiffre est-il vrai? Je vous propose de retrouver Théo Tornier. Alors Théo, est-il vrai que la France a 19% d'énergie renouvelable
ou s'agit-il tout simplement d'une infox, Théo? Bonsoir Meki, bonsoir à toutes et à tous, tout dépend de quoi on parle, car en effet, l'affirmation déclarée par Agnès Pannier-Runacher sème le trouble, et on ne sait pas si elle part de la place du renouvelable dans notre production d'électricité ou dans notre consommation d'énergie, avec, je cite, en pourcentage de notre production, aujourd'hui le renouvelable c'est 19%, c'est très exactement le même chiffre que l'Allemagne, nous avons 19% du renouvelable dans notre mix énergétique. Alors si on parle de la production électrique, c'est l'Allemagne qui est clairement devant. Pour la France, l'électricité produite provient à plus de 65% du nucléaire, à un peu moins de 10% des centrales thermiques et à environ 24% des énergies renouvelables. Pour l'Allemagne, l'électricité produite provient à 45% du renouvelable, mais aussi à 50% de centrales thermiques. Le reste, c'est du nucléaire, c'est presque 2 fois plus en 10 ans dans sa production de courant. Par contre, sur la consommation totale d'énergie consommée par un pays pour son activité comme le transport, le chauffage de sa population ou encore l'alimentation de son économie, c'est vrai, alors que l'énergie consommée en France vient à 60% des énergies fossiles, avec une part du renouvelable chiffrée officiellement à 19% selon l'INSEE et Eurostat, la consommation totale d'énergie en Allemagne est plus qu'en France, avec 80% venant des énergies fossiles, mais en ayant la même énergie renouvelable qu'en France, soit 19%. Autre question, Théo. Est-ce que le chef de l'État Emmanuel Macron dit-il vrai sur le chiffre de 9526 lits de soins palliatifs ou est-ce que ce chiffre s'avère faux, Théo? C'est plutôt un mauvais calcul de la part du président français Emmanuel Macron qui a avancé plusieurs chiffres sur l'offre de soins palliatifs avec, je cite, on constate une progression de l'offre de soins de lits palliatifs 9526 en 2022 contre 7503 ans plus tôt, mais la progression est trop lente, l'offre trop inégalement répartie, 21 départements de plus de 100 000 habitants ne disposent pas de tels lits de soins palliatifs. Car oui, d'après un premier bilan du Centre national fin de vie soins palliatifs, il y avait en 2022 7900 lits en soins palliatifs, se trouvant soit dans des unités spécialisées, soit dans d'autres services de l'hôpital. Alors oui, au total, il y en a plus qu'il y a 3 ans, mais c'est une hausse de 400 lits de soins palliatifs et non pas de 2000 comme l'affirme le président. Pour en arriver aux chiffres énoncés par Emmanuel Macron, les services de l'Elysée ont pris les chiffres de 2021, puis ils ont doublé le nombre de lits qui se trouvent spécifiquement dans les unités de soins palliatifs, pour ensuite l'ajouter au nombre de lits de soins palliatifs en dehors de ces unités, ce qui nous donne précisément à 9526 lits. De plus, le chef de l'État avait affirmé que 21 départements n'ont pas de lits de soins palliatifs, alors que les départements français, sauf Mayotte, en disposent. Par contre, ce qui manque, ce sont les unités spécialisées en soins palliatifs, celles qui traitent des douleurs les plus lourdes, donc 21 départements en sont privés parce que ça coûte plus cher. Merci beaucoup, Théo. Dimanche dernier à Paris se sont tenues des élections pour ou contre le maintien des trottinettes électriques en libre service dans la capitale. Sans surprise, 89% des Parisiens ont voté pour l'interdiction. Mathis Armand et Steven Combe. Elles sont partout et elles font tourner les têtes. Ce samedi 2 avril, la mairie de Paris organisait une votation citoyenne au sujet des fameuses trottinettes électriques en libre service dans la ville. Un vote à l'issue d'une question simple: faut-il conserver ou non ce service en vigueur depuis 2018 dans la capitale? La réponse est très tranchée, 89% des participants se sont déclarés pour la suppression de cette initiative. Ce chiffre, bien que clivant, est cependant à nuancer, étant donné que seulement 7,46% des Parisiens sont allés donner leur avis sur le sujet, soit quelques 103 084 personnes. À la fin de l'été, les 15 000 fameuses trottinettes devraient avoir disparu des rues de la capitale. Dans un communiqué commun, les principaux concernés ont indiqué que le résultat de cette votation aurait un impact direct sur les déplacements des 400 000 utilisateurs mensuels. En tout, ce sont près de 800 emplois liés à la location des trottinettes électriques à Paris qui sont sur le banc de touche. Les raisons pour lesquelles les Parisiens ne veulent plus voir ces trottinettes sur leur trottoir sont multiples. Entre autres, les nombreux accidents générés par ces engins motorisés. Celles-ci pourraient être réutilisées dans des villes ayant déjà adopté ce système en utilisant les mêmes trottinettes électriques, comme c'est déjà le cas à Bruxelles. Chaque année, à la période de Pâques, ce sont environ 10 000 tonnes de chocolat vendues, soit la période après Noël où on mange le plus de chocolat. Je vous propose de découvrir son histoire et pourquoi en mange-t-on beaucoup à Pâques dans ce reportage aux mille et une saveurs de Émilie Dubac et de Mathis Armand. Comme chaque année, des rayons entiers de chocolat attirent l'œil dans les supermarchés.
Ces chocolats de Pâques trouvent leurs origines dans plusieurs religions et cultures. Pâques, c'est une fête chrétienne, oui, mais pas seulement. En ce début de printemps et avec le retour des jours ensoleillés, les païens célébraient la fertilité, le renouveau et la renaissance de la nature. Plus tard dans l'histoire, à cette occasion, les peuples perses, égyptiens ou encore romains s'offraient des œufs embellis de dessins colorés, symboles de vie nouvelle. Les Juifs célèbrent aussi le renouveau, mais sous un angle religieux. Ils fêtent en ce jour le passage et la libération par Dieu de l'esclavage dans l'histoire de leur peuple. Pour les chrétiens, Pâques est la célébration en ce dernier jour de Carême de la résurrection de Jésus-Christ et ainsi de la vie éternelle. Les clochers des églises retentissent le jour de Pâques en signe de joie après 3 jours de silence. Les œufs seront associés à la résurrection et au renouveau spirituel. Il est d'ailleurs de coutume de ne pas consommer d'œufs pendant la période de Carême, mais de les décorer pour les offrir ou de les cuisiner le jour de Pâques. Au cours du temps, de nouvelles traditions vont apparaître. En Allemagne, une légende du XVIIe siècle raconte qu'un lièvre apporte des œufs colorés aux enfants sages le jour de Pâques. Pour d'autres, ce sont les cloches des églises qui, pendant leur silence, s'envolent au Vatican pour revenir chargées d'œufs. Dans ces religions et cultures, les notions de vie et de renaissance, mais aussi les œufs, qui en sont le symbole, caractérisent la période actuelle de l'année. Cependant, ceci ne nous explique pas pourquoi on offre du chocolat à Pâques. Pour cela, il faut remonter au XIXe siècle. À cette époque, les techniques des chocolatiers s'améliorent et permettent de fabriquer des œufs en chocolat. Le chocolat a l'avantage de pouvoir être moulé, sculpté et coloré. Associant la tradition, la beauté et sans doute un peu de gourmandise, il devient alors de plus en plus coutume d'offrir des œufs en chocolat dans toute l'Europe et plus loin le jour de Pâques. Plus tard, ce ne seront plus que des œufs en chocolat qui seront offerts, mais aussi des lapins, en référence à la légende allemande, ou encore des cloches, en référence au voyage des clochers des églises. Et vive le chocolat! Et c'est ainsi que se termine ce journal. Dans 15 jours, pour l'information, vous aurez le plaisir de retrouver Stephen Coe, qui j'en suis sûr, lui aussi raffole de chocolat. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt sur AR1. Retrouvez toutes vos infos sur le site ar1info.fr. Après votre émission, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Sur TikTok et Instagram, tapez AR1-info pour être au courant à chaque fois qu'une de nos émissions est en ligne. Sur Twitter, retrouvez-nous à @AR1info pour plus d'actualités en direct. Et AR1 est aussi présent sur Facebook.